Pour moi, tu me présentes tes excuses, c'est beau, ça va, mais sans plus. Et alors que tu étais enceinte de ton fils? C'est ça, j'étais en début de grossesse du premier. Ouais. Et comment tu as réagi par rapport à ça? Par rapport à la grossesse? Non, lorsque tu t'es faite battre pendant que tu étais enceinte de ton fils. Honnêtement, je peux dire j'étais dans une grande peur. Une grande peur. Tu sais, ça a commencé par la bousculade. Les gros gestes venaient. Après ça, ça a été des coups de poing. Ça a été des... Je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il me prend pour un homme pour me battre comme ça? Bienvenue à mon émission À cœur ouvert avec Vasti. Alors aujourd'hui, encore une super belle journée avec une invitée. Vraiment que son témoignage, son histoire va vous frapper. Et je suis convaincue. Et certains d'entre vous, peut-être vous allez vous reconnaître à travers son témoignage. Peut-être que vous allez ressentir des triggers à travers ce qu'elle va nous délivrer comme message à travers l'entrevue. Donc, nous avons avec nous Kenya. Bonsoir. Bonsoir Kenya, comment vas-tu? Je vais super bien, et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de venir. Merci d'avoir accepté de venir raconter ton histoire surtout. Alors, nous allons commencer par qui es-tu? Le fameux qui es-tu? Je sais que c'est très vaste, il y a beaucoup de choses à dire, mais si tu es dans l'entrepreneuriat, c'est le moment de te vendre. Bon, qui je suis, mon Dieu? Je suis une jeune femme de 32 ans, une jeune maman aussi. J'ai 3 enfants. Mon Dieu, qui est Kenya? Je suis l'aînée de 8 enfants. Wow! Sinon, ce que je fais dans la vie, je suis dans la santé. Je suis aux études. Je continue encore en soins infirmiers. Je suis infirmière auxiliaire. Je gère un service traiteur. Je suis coiffeuse aussi. Écoute, j'ai plusieurs chapeaux. J'ai plusieurs chapeaux. Somme toute, je peux dire que je suis une femme polyvalente. Oui, Tu l'es définitivement coiffeuse, traiteur. J'ai déjà goûté sa nourriture, guys. C'est pas que j'essaie de faire la publicité, mais si tu as besoin d'un service traiteur, appelle-la, OK? À la fin de l'entrevue, je vais pouvoir vous donner ces informations, donc appelez-la. Bon, maintenant, allons au vrai vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la violence conjugale. Donc, tu m'as dit que tu étais victime de violence conjugale. Alors, je voulais que tu nous en parles de ton expérience, comment que tu as vécu ça, puis c'était avec qui. Donc, juste nous donner un peu plus dans ton histoire. En fait, pour ma part, la violence conjugale a commencé... j'étais en relation amoureuse avec le père de mes garçons. La relation a commencé quand j'avais 17 ans. OK. C'est ça. Donc, ça n'a pas pris de temps avant que... De ce que je me rappelle bien, là, ça n'a pas pris de temps avant qu'il commence à agir un peu bizarrement avec moi. Déjà à 18 ans, j'étais plus chez ma mère. Donc, on va dire que j'étais à sa merci, si on peut dire ça comme ça. Je suis tombée enceinte de mon premier garçon aussi à cet âge-là. Et c'est là que l'emprise a commencé. Je dirais, là, à mes 18 ans. Ça a commencé par une petite bousculade. Des fois, tu peux penser que la personne, elle te taquine et tout. C'est surtout, je pense, le fait que j'ai grandi avec cet homme-là. J'aurais jamais pu penser qu'il aurait pu user de la violence envers moi. Donc, ça m'a pris du temps avant de me réveiller. J'ai fait presque 8 ans de relation avec lui, justement. On a eu 2 enfants ensemble. Donc, en gros, c'est vraiment comme ça que la violence a commencé, par des petites bousculades. Si, exemple, déjà que je suis dans la coiffure, donc c'est sûr que j'aime ça un peu plus me pouponner que la normale, ou ça le dérangeait. Ça dérangeait. Donc, là, je devais plus... me coiffer d'une certaine façon, plus me maquiller. Donc, je devenais son objet. En tout cas, comment je peux dire ça? Il y avait vraiment l'emprise sur moi. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, ajouter à ça la grossesse. Donc là, j'étais à lui, si on peut dire ça comme ça. Ouais.
Et si on va de l'avant, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des red flags, tu sais, comme on reconnaît des attitudes, des comportements qu'on remarquait même avant de s'engager dans une relation avec une personne, ou bien tu n'aurais jamais pu penser que cette personne-là t'aurait traité de la sorte? Pour répondre à ta question, je n'aurais jamais pu penser que j'aurais vécu ça avec lui. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit plus tôt, c'est un homme avec qui j'ai grandi, donc je le connais depuis 1999. Je suis arrivée au Québec en 98. Wow. Et pourquoi je pensais que jamais j'aurais vécu ça avec lui? C'est par le fait que je marchais à la même église, dans la même église que lui. Ses parents étaient le pasteur, la femme du pasteur. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est impossible. On ne peut pas faire des choses comme ça. La Bible ne dit pas ce genre de choses. Ou, j'aurais jamais pensé ça. Et c'est surtout une scène que je me rappelle. Il m'avait battue alors que j'étais enceinte de mon premier fils. Et puis, après qu'il m'ait violentée, il m'a dit, il a sermenté sur l'église de son père qu'il ne me toucherait pas. Donc là, j'ai dit, bon, OK, ben, s'il a sermenté sur l'église de son père, il ne va plus le faire. Donc, il a juré. Exactement. Wow. Il a sermenté sur l'église qu'il ne me toucherait plus, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça a continué, ça a continué. Donc, ce n'est pas quelqu'un que j'aurais pensé qu'il l'aurait fait, justement, parce que je me dis, on a grandi ensemble dans la même église. Mes parents allaient, ma famille allait dans cette église-là. Donc, c'est pas un inconnu, donc... Wow. Et la première fois qu'il a levé ses mains sur toi, c'était quoi ta réaction par la suite? C'était quoi sa réaction par la suite? Est-ce que même lui, il était surpris de cette réaction de lui? La première fois qu'il a levé la main sur moi, mon Dieu, ça a commencé par la bousculade. On marchait, je me rappelle, sur la rue Sauvé. Puis à un moment donné, il y a comme un mur brique, ciment ou brique, je ne sais pas. Il m'a littéralement poussé là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pris ça comme une blague, tu me niaises. Tu veux me taquiner? Ouais. Ça a commencé comme ça. Et puis, je venais de sortir du salon de coiffure. On m'avait fait, je me rappelle, j'avais fait un ponytail. Je venais de mettre la permanente, un ponytail, un postiche, comme on disait à l'époque. Il m'avait tiré le postiche sur la tête. Donc, jusqu'à présent, je me dis, ben non, c'est pas vrai. Il n'a jamais été comme ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc, est-ce qu'il s'est senti désolé? Oui, OK, je m'excuse. Mais c'était des excuses banales, en fait. Ben, pour moi, tu me présentes tes excuses, c'est beau, ça va. Mais sans plus. Et alors que tu étais enceinte de ton fils? C'est ça, j'étais en début de grossesse du premier. Ouais. Et comment tu as réagi par rapport à ça? Par rapport à la grossesse? Non, lorsque tu t'es faite battre pendant que tu étais enceinte de ton fils. Honnêtement, je peux dire j'étais dans une grande peur. Une grande peur. Tu sais, ça a commencé par la bousculade. Les gros gestes venaient. Après ça a été des coups de poing. Ça a été des... Je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il me prend pour un homme pour me battre comme ça? Fait avec le temps, la peur s'est installée. Et c'est sûr que je suis l'aînée, comme j'ai dit. Ouais. Et moi, je me suis toujours dit, il y a des choses que je vais vivre, que je vis. Je n'accepterai pas que les autres le vivent autour de moi, que ce soit mes amis ou bien mes frères et sœurs. Donc, c'est là que l'isolement a pris place. Donc, je me suis isolée de tout ce monde-là. Je ne voulais pas que le monde sache que cet homme-là me battait. Wow. Donc, je me suis vraiment exclue, si on peut dire, de la société, là. Fait que c'était lui, moi, l'enfant. Tu étais souvent à la maison aussi? Ben, j'étais à la maison. C'était assez compliqué parce que lui aussi, il était à la maison. Okay. Donc, mes journées, c'était ça. La plupart du temps, c'était ça. On pouvait se lever le matin, il n'y avait rien qui se passait. Et puis, ça part avec une question anodine. Une question anodine, excuse-moi. Puis, pour une raison que j'ignore, un coup de poing part. Donc, c'est sûr que tu te remets en question. OK, c'est à cause de moi, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait ça. Donc, tu te reposes encore plus de questions. Donc là, tu doutes de toi. Ouais. Puis, quand les gens venaient, mais il n'était pas comme ça. C'était, mon Dieu, c'était le gars le plus charmant, c'était le gars le plus serviable, c'était le gars le plus gentil.
Fait que d'aller dire ça au monde, ils vont te prendre pour une folle. C'est pas vrai, c'est dans ta tête, il n'est pas comme ça. C'était ta perception au moment? Mais à un moment donné, je me suis demandé est-ce que c'était moi le problème, honnêtement. Parce que quand les gens étaient là, il était vraiment gentil. Il était serviable, il donnait, il est généreux. Mais dès qu'il n'y a plus personne, quand c'était lui et moi, je replongeais en enfer, littéralement, là. Et ça commençait juste à partir d'une simple discussion? Une simple discussion ou une petite remarque, ou des choses comme ça. Ouais. Tu as vécu ça pendant 8 ans? Presque 8 ans, oui. Et qu'est-ce qui t'a dit à un moment donné, assez, c'est assez? Est-ce que tu as déjà essayé de t'en sortir? Est-ce que tu avais déjà essayé de voir d'autres portes de sortie pour toi? J'avais déjà essayé de m'en sortir. Et une journée en janvier, mon Dieu, c'était quelle année? Je pense que c'était 2011 ou 2012, je ne me rappelle pas trop. Je commençais vraiment à avoir peur. Parce que je dois dire que, oui, il était violent, mais aussi, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'il consommait aussi des substances illicites. Donc, à un moment donné, j'ai juste sauté par la fenêtre, je suis partie en courant, pieds nus. Je me suis pointée à l'hôpital du quartier. Encore là, je ne sais pas quel pouvoir de persuasion qu'il y avait, mais je ne sais pas parce que, écoute, je suis arrivée à l'hôpital, l'infirmière au triage, c'était une Haïtienne. Mais j'avais tellement peur, j'étais pieds nus, c'était janvier, j'ai pas de moto sur moi. Donc, j'essaie de raconter qu'est-ce que ça va pas, mais quand je m'assois dans le bureau, je vois qu'il est assis là dans la salle d'attente. Là, c'est sûr que j'ai peur. Et là, lui, il rentre après moi. Je ne sais pas ce qu'il disait à l'infirmière, en fait. Et puis, on me garde là toute la nuit. Puis le lendemain, il y a un psychiatre qui vient me voir. Donc, j'essaie de m'échapper sans nécessairement demander de l'aide directe à ma famille ou mes amis, parce que je ne veux pas qu'ils sachent. Puis là, bon, le système me traite de fou, si on peut dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit à l'infirmière cette soirée-là. Puis, c'est un psychiatre qui vient me voir, j'ai dit, OK, je n'ai pas confiance en ce système-là du tout, parce que je demande de l'aide, ça n'a pas fonctionné. Donc, résultat, je retourne dans mon appartement, encore une fois. À plusieurs reprises, j'ai essayé de m'échapper de cette relation-là, mais la peur était tellement grande. J'ai été dans les centres de femmes violentées. Et mon Dieu, c'est pas facile dans ces choses-là. Dans ces endroits-là, c'est pas facile. On voit toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de situations qui se passent là-bas. Je faisais quoi? 3, 4, 5 jours, je retournais encore à l'appartement parce qu'il y avait ce pouvoir de persuasion. De me dire, OK, ben pour le bien de notre fils, retourne à la maison. Puis j'étais dans plusieurs shelters. Mais vraiment, la situation qui a fait en sorte que je le quitte définitivement en 2015, je voyais que, bon, OK, soit c'était lui, soit c'était moi. Wow. Soit c'était lui, soit c'était moi. Et dans quel sens que tu dis ça? Soit que c'est lui qui mourrait, soit que c'est moi qui mourrais. Wow. Parce que le degré de violence était rendu tellement grand qu'il fallait que je choisisse la vie ou la mort. Et je me rappellerai toujours de cette journée-là parce que pendant toute la semaine, j'ai mijoté ça dans ma tête. J'ai fait la présentation au temple de mon deuxième fils, de mon premier fils en même temps. Et je mijotais ça dans ma tête. Une autre fois encore, j'ai essayé de m'échapper. Il a été voir le pasteur où est-ce que j'étais. Et quand j'ai dit, mais vous me demandez de retourner avec le monsieur alors qu'il me violente. Ça ne fonctionne pas. Donc, même à l'église, j'ai arrêté d'aller. Hein? Wow. Le fait que le pasteur m'a montré qu'il voulait nous raccommoder ensemble, me remettre ensemble, je ne sais pas. J'ai dit, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'était son père? Non, c'était un autre. C'était un autre pasteur. Okay. J'ai tenté d'aller. J'ai tenté de reconnecter avec Dieu. Mais ça a pas, cette reconnexion n'avait pas fonctionné. Mais vraiment, le 21 ou le 20 décembre 2015, je mijotais dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, mais je l'avais dit quelques semaines avant, j'ai dit, Seigneur, si tu me permets, parce que je m'étais déjà échappée, mais je suis retournée encore, si tu me permets de quitter cette relation, je vais avancer et je ne vais plus regarder en arrière.
Je vais marcher et je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Moi, je suis la fille qui est assise dans sa Pontiac, G6, pas de pneus d'hiver. On est en décembre. Mon compte, il n'y a rien dedans. Mais je veux partir. Où? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Pas de vêtements, pas d'argent, rien. Et là, à l'époque, j'avais une garderie. J'ai fermé la garderie. Et pendant que je conduisais, j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui. Je sentais que c'était la journée que je devais partir. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi. Et là, j'ai dit, OK. Je l'ai déposé devant l'appartement. J'ai dit, tu peux descendre, je vais aller stationner la voiture. Ta! Il est descendu. En plus, j'habitais sur une pente. Dès qu'il est descendu, j'ai pesé le gaz, mais je n'avais pas de pneus d'hiver, fait que je glissais sur moi-même. Wow. J'ai pesé. Pouf, je suis partie. Je suis partie avec les enfants, sans argent, sans vêtements. Et me voici aujourd'hui. Tu as tout laissé. J'ai tout laissé. Wow. Et est-ce que tu as reçu des appels par la suite pour essayer de te convaincre de revenir? Oui. Cette soirée-là. Comment pour toi de dire non cette fois-ci? Mais déjà, j'avais déjà fait une alliance avec Dieu. Et j'avais dit, je ne retournerai pas. J'ai été tentée de retourner, pas sur le même moment, mais quand j'ai vu que les choses commençaient à être dures pour moi, parce que financièrement, bon, je peux dire que j'étais la personne qui ramenait l'argent à la maison. Donc là, pour la toute première fois de ma vie, je sens que je suis en train de plonger, là. Et lorsque tu dis que tu ramenais l'argent à la maison, il ne travaillait pas? Non, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Donc, tu étais celle qui ramenait Je ramenais l'argent. Il a travaillé, mais le problème, c'est qu'il n'a pas gardé l'emploi dû à sa consommation. Wow. Donc, j'avais ma garderie, donc il y a eu le contrôle financier, le contrôle, mon Dieu, de tout. La violence financière, ouais. La violence psychologique, la violence verbale, la violence religieuse, parce que Dieu, tout le temps Dieu. Et malheureusement, il y a eu de la violence sexuelle. Donc, tu pars avec rien. Puis c'est sûr qu'au départ, c'était dur. Parce que j'ai dit, bon, lui, au moins, je sais qu'il est capable d'aller chercher un travail, je sais pas. Là, je suis dans l'eau chaude avec les enfants. Je fais quoi? Et est-ce que tu t'es sentie appuyée par le système? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des shelters pour les femmes battues, il y a des centres, il y a plusieurs ressources. Est-ce que tu t'es sentie épaulée par le système en tant que tel ou c'était plus dur qu'autre chose? Il y a des shelters que j'ai visités. J'ai senti, en fait, il y en a juste un que j'ai senti, puis jusqu'à présent, je leur fais des louanges, ce centre, cette maison-là, parce que vraiment, ils prennent les femmes, ils prennent le cas des femmes à cœur. Mais quand je l'ai laissé cette journée-là, je me suis stationnée à la place Versailles, j'ai dit, je ne sais même pas où je m'en vais. Je ne peux pas appeler ma mère, je ne peux pas appeler ma famille. Ma famille, c'est toujours pas là, qu'est-ce qui se passe. Hein? Wow. Et là, je décide d'appeler SOS Violence Conjugale. On me localise à Verdun. Verdun, là, ça, je ne sais pas trop comment on appelle ce coin-là. Ce même centre, ils ont vu, j'ai tenté d'expliquer c'était quoi mes problèmes avec le monsieur. Là, j'apprends que, bon, il y a des prélèvements qui se font dans mon compte, mais que c'est lui qui a donné les spécimens de chèque. Déjà, je suis dans l'eau chaude, je suis encore plus dans l'eau chaude. Là, je cherche des solutions avec les gens de cette maison-là. Ce qu'ils ont fait, ils sont venus cogner à ma porte de chambre. Ils ont dit, madame, vous allez devoir quitter parce qu'on n'a pas les ressources pour vous aider ici. Donc, j'ai dû quitter avec mes 2 enfants. Est-ce que j'ai confiance en ce système? C'est du cas par cas. Wow. C'est du cas par cas. Et là, lorsque tu parles de shelter, est-ce qu'il y en a un, celui qui t'a accueilli par la suite, qu'est-ce que tu fais lorsque tu entends que bon, ta place n'est plus là, tu dois changer de localisation? Oh, je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie abandonnée. Mais, tu sais, avec moi, même quand ça ne va pas, le monde ne le voit pas que ça ne va pas. Donc, on continue à t'appeler comme si tout va bien. Mais moi, je ne les parle comme si que ça va bien. Wow. Parce que je veux tellement
le bien pour les gens autour de moi. Tu peux m'appeler pour un problème, je suis ton oreille, je suis ton épaule, je vais t'écouter. Mais ceux qui me connaissent, ils ont commencé à voir que ça n'allait pas. Pourquoi? J'avais tellement perdu de poids. Je pense que j'avais perdu genre 40 livres. Wow. Ouais. C'est là que... Là, ça, je ne contrôle plus. Ouais. C'est sûr. Donc, en quittant ce shelter-là, je suis retournée à mon ancien appartement. Et quand j'arrive dans l'appartement, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quasiment tout est brisé. Là où est-ce que tu habitais avec Exactement. le monsieur? OK. Là, tout était brisé. Il n'était plus là? Il n'était plus là. OK. Comment se fait-il qu'il n'était plus là? C'est plus tard, j'ai appris qu'il avait violenté une autre femme. Wow. Ouais. Et dans tout ça, tu n'as jamais fait de rapport de police ou tu en as déjà fait? J'en avais jamais fait. Wow. J'en avais jamais fait parce que, comme ils disent, nous, les femmes noires, on ne fait pas ça. Les Noirs, on ne fait pas ça, on ne porte pas de plainte. Les Noirs, on ne demande pas de child support. Tu sais, je ne voulais pas rentrer dans ça. Fait que j'ai jamais fait. Jusqu'à ce que je retourne dans mon appartement et je vois, après tout ce que tu m'as fait, tu brises tout dans l'appartement. Là, j'ai dit, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en même temps, ma plainte, ça venait compléter ce qui était déjà en cours parce qu'il avait été arrêté pour un autre dossier de violence conjugale d'une personne que j'ignorais. Fait que là, j'apprends que tu étais avec quelqu'un d'autre aussi. Bon, d'accord. Wow. Ou je ne sais pas quelle aventure. Donc, mais comme je te dis, ce système-là, c'est du cas par cas. Parce que où est-ce que je pensais avoir de l'aide en le laissant définitivement, c'est là que le calvaire a commencé aussi. Parce que après ça, il y a eu des plaintes à la DPJ. Comme quoi que j'étais en dépression. Je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. Ceci, cela. Donc, ça a été tout un combat pendant 3 ans. Et c'est quand j'ai vu la DPJ frapper à ma porte, OK, ça a été un wake-up call. Et ces plaintes-là, ils ont été déposées par qui, d'après toi? Je sais que l'école de mon fils. OK. Parce que des fois, on l'ignore ou on ne veut pas l'admettre. Il y a certains traumatismes qui touchent l'enfant. Yeah. Puis la façon que l'enfant va l'exprimer. Mon fils, c'est un enfant, à 1 an et demi, il ne portait plus de couche du tout. Là. Nuit, jour, il était propre. Ouais. Il avait recommencé à uriner sur lui. Wow. Ouais. Puis je savais qu'il avait vu certaines choses. Puis il avait assisté à certaines scènes que son père produisait. Et je savais que mon fils aussi avait besoin d'aide. Mais ce n'est pas l'aide qu'on avait reçue. Au contraire, on voulait m'enlever mes enfants. Ça a été un wake-up call, puis vraiment, je ne suis pas restée longtemps dans la dépression, crois-moi. Les femmes noires sont fortes. Mais être forte tout le temps, porter la cape de super-héros tout le temps, ça doit tellement être épuisant. Donc, quand tu dis que tu n'es pas restée longtemps dans la dépression, comment tu as réussi à sortir de ce simili-dépression, on va dire? Comment j'ai réussi? Ma force, c'est mes enfants. Et de voir que le système... Je suis en train de vous expliquer, cet homme-là est violent. Cet homme-là a posé des gestes devant un enfant. Je suis en train de chercher une certaine justice. Puis la travailleuse sociale dans le dossier, elle ne voyait rien du tout de ça, là. C'était plutôt, pourquoi les enfants ne voient pas leur père? C'est vraiment la question qu'elle m'a posée. Pourquoi les enfants ne voient pas leur père? Et moi, comme je te dis, je suis quelqu'un qui cache bien ces choses. Quand j'étais retournée à l'appartement, j'avais caché les trous avec des cadres. Fait que c'était bien décoré, c'était bien cute, là. Bien cute. J'ai enlevé les cadres. J'ai dit, pourquoi les enfants ne voient pas leur père? J'ai dit, est-ce que ça, c'est normal? Wow. Mais elle était axée sur pourquoi les enfants ne voient pas leur père. Donc, ça a été un travail. Tu veux m'enlever mes enfants? Ça, c'est ma force. Il ne faut pas toucher à ceux que j'aime. Parce que c'est là que je sors les cornes. Puis c'est là que ça a été le wake-up call. Puis j'ai dit, OK, ils veulent jouer à ça. Ah, je suis rentrée dans une semi-dépression, relevée. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Écoute, j'avais jamais fait ça. J'ai rasé le côté de ma tête. J'avais jamais mis de la couleur. J'ai mis un burgundy.
Wow. Moi, c'est tout le temps noir. J'ai mis un burgundy. J'ai recommencé à me maquiller. J'ai recommencé à prendre sur moi. Par contre, je voulais garder quand même le poids que j'avais perdu. Mais bon. Donc, ça a été ça. Commencer à travailler sur mon physique. Parce que même quand tu ne te trouves pas belle de l'intérieur ou inférieure aux autres, juste le fait de te présenter sur un meilleur jour, ça commence à jouer dans toi. Ça commence à jouer dans ta tête. Oh, lundi, je suis belle. J'ai commencé à magasiner chez Sephora, acheter des petits rouges à lèvres. Juste me mettre belle. Et là, j'étais en mode attaque. J'étais en mode Guyane contre l'école et contre la DPJ. Une mère, qu'on touche ses enfants, get ready, parce que Wow. tu sais... Excusez. Kenya? Wow, OK. Et tes enfants, aujourd'hui, comment ils vivent ça? Que leur père n'est pas nécessairement dans leur vie, donc comment ils vivent ça? Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que il m'a donné des enfants formidables. Même quand ils me font parler beaucoup. Mais honnêtement, je suis fière de mes enfants. Le plus vieux a dû grandir plus vite que la normale. Ouais. Donc, il a un niveau de maturité. Des fois, je suis waouh. Je le regarde, je suis comme waouh. Tu sais, je l'ai quand même eu à 18 ans. Donc, l'écart n'est pas énorme. Donc, parfois, je vais m'asseoir, je vais parler avec lui, on va discuter. Tu sais, je me rappelle quand j'ai laissé son père, j'étais assise à la table et je pleurais. Il m'a dit, maman, tu mérites quelqu'un de gentil, qui soit gentil avec toi. Oh. Donc, que l'enfant dise ça, ça fait... C'est son papa. Son papa reste son papa. Mais qu'il dise ça, ça vient frapper. Et le plus grand, c'est pas un enfant qui parle de ses sentiments énormément. Fait que du moment qu'il est capable de me parler des choses profondes, c'est beaucoup pour moi. Puis, je suis fière de lui pour ça, pour ce sens de responsabilité qu'il a, cette maturité aussi. Et donc, là, il y a 14 ans, je lui parle même des jeunes filles. Je dis, écoute, moi, tu penses que tu vas me faire être grand-mère avant le temps? Et non, maman, j'ai vu toute la misère qu'on a passée ensemble. Wow. Le respect que je vois qu'il accorde aux jeunes filles, donc c'est déjà énorme. Bon, le deuxième même, oh, lui, il garde rien pour lui. Ses émotions, il ne va pas rien manger pour toi. Donc, j'ai un peu moins peur pour le deuxième que le premier, parce que le premier, il va garder ça. Mais le deuxième, honnêtement, il est super, super intelligent. Il m'épate. Il m'épate. Et honnêtement, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné 3 beaux enfants intelligents avec tous des caractères différents, des montagnes russes à la maison. Et fait que je suis encore plus forte qu'avant. Yes! Est-ce que durant tout ce processus-là, tu as eu recours à des psychologues, thérapeutes ou même tes enfants aussi? Oui. Oui, parce que comme je te disais plus tôt, il y a une des maisons pour femmes violentées que j'ai été qui prennent vraiment les cas des gens. Eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des demandes à l'IVAC pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est indemnisation victime d'actes criminels. Donc, par rapport à ça, on a eu droit à un psychologue. Mon fils a eu droit à un psychologue. Ben, les 2 garçons ont eu droit à un psychologue aussi. Puis cette maison-là, justement, faisait beaucoup d'accompagnement. Que ce soit à la cour, que ce soit... quand j'allais avec la DPJ, ils étaient tout le temps là. Que ce soit en externe aussi, ils ont des psychoéducatrices. Ou bien ce qu'ils faisaient, ils faisaient des cafés-rencontres. Donc avec d'autres femmes qui sont parties par la maison. Donc, il y avait des sujets. Comment reprendre sa vie après la violence, des trucs comme ça. C'était des ateliers pour les femmes, justement, avec celles qui étaient dans la maison aussi. Donc, il y avait d'autres témoignages. Donc, c'est vraiment vrai, la maison d'Allos. Wow, shout out to you. La maison d'Allos, oui. Merci. Oui, fait que oui, j'ai eu droit à un psychologue, j'ai eu le droit. Ensuite, là, je pouvais rentrer dans les petits détails avec les gens autour de moi, ma famille, mes amis. C'est là que je voulais venir avec toi. OK, vas-y. Parce que dans tout ça, tu as dit que tu t'es quand même reculé de tout le monde.
tu t'es mis à l'écart, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont venus t'aider? Est-ce que tu as senti qu'il y a eu de l'aide? Mais il y a une personne, une meilleure amie quelque part qui a sonné une cloche pour dire que « Hey, je suis là ». Donc, c'est ça, dans tout ton parcours. Sonner une cloche, je ne veux pas dire ça comme ça, mais honnêtement, j'ai des soldats qui sont avec moi depuis le début. Même quand j'étais aveugle, ces soldats-là voyaient, mais moi, je ne voyais pas. Wow. Donc, j'ai perdu des soldats en cours de route, mais je veux dire, rien n'arrive pour rien. Puis, ces gens-là qui sont restés, je suis encore amie avec elles. Puis, honnêtement, je ne pourrais pas demander mieux. Je ne pourrais pas demander mieux parce que ces gens-là ne m'ont jamais jugée. Ils ne m'ont jamais vue inférieure ou peu importe. C'est comme si je peux dire, ils ont gardé espoir que, ouais, elle va s'en sortir. Puis là, je sais que quand elles vont regarder l'émission, ça va être quelque chose. Elles vont se reconnaître. Elles vont se reconnaître. Il y a ma grand-mère, mon Dieu, ma grand-mère depuis le début. Même quand c'est appeler, prier, sa phrase magique, Kenya, on joue pour chasseur, on joue pour gibier. Donc, un jour pour le chasseur, un jour pour le gibier. C'est même quand je disais, oh grand-maman, je ne sais plus, j'abandonne. Comment ça se fait que tu vas abandonner? Ce ne sera pas toujours gibier. Elle avait tout le temps une parole pour moi. Il y a mes sœurs, je suis très proche de mes frères et sœurs. Il y en a une qui, elle, c'est ma petite corbeille. Elle va rester là pendant des heures, elle va m'écouter parler et tout. Mais c'est juste le fait d'écouter la personne, c'est déjà beaucoup. Vider son sac, c'est beaucoup. Mais en même temps, j'ai épargné tous ces gens-là que j'aime autour de moi parce qu'il y a certains détails que ils n'ont pas besoin de savoir. Ça fait encore plus mal qu'autre chose. Donc, oui, je ne suis plus avec le monsieur, ça fait longtemps. C'est ce qui est plus important. Puis là, je sais que, bon, éventuellement, peut-être qu'ils vont savoir de petits bouts, de petits bouts, de petits bouts. Mais au moins, je les prépare petit à petit. Donc, à travers toute ton histoire, il y a des gens qui ne savent toujours pas ce qui s'est passé dans les détails. Non. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé ton safe place, ta place que tu te sens vraiment à l'aise pour pouvoir t'exprimer, ou c'est parce que tu ne te sens pas prête? Non, personnellement, je suis prête. Je suis passée par le feu. Je suis passée par le feu. Je suis prête. La question, est-ce que ces gens-là sont prêts? C'est ça. C'est ça. Moi, je suis prête. J'ai vécu, j'ai compris, j'ai appris. C'est là que je partage avec d'autres personnes pour éviter que ces gens-là tombent dans le même trou que moi, je suis tombée. Donc, ça sert à ça un témoignage. Hein? Et quelqu'un qui t'écoute maintenant puis qui se dit comment savoir, parce que on a tous des amis, hein? Là, dans ma tête, je suis comme, est-ce qu'il y a des signes que j'ai manqués? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui vivent la violence conjugale que j'ai aucune idée et que j'aurais pu aider? Comment qu'on peut reconnaître des signes de violence conjugale sur une personne qui essaie de faire en sorte que tout est parfait, là? Donc, comment quelqu'un aurait pu savoir d'une manière ou d'une autre que tu vivais ce que tu vivais? Si moi, tu me vois, je suis tout le temps, hey, vas-y. Puis un jour, tu vois que je commence déjà à m'enfermer. C'est deux choses. Soit que tu as un problème avec moi, soit que tu as un problème. Déjà là, parce que la violence ne va pas s'installer directement avec les coups. Hein. Avant d'arriver au coup, il y a la violence psychologique. Donc, si tu vois que la personne, c'est une personne de base, qui est une personne enjouée, on va dire, puis que là, tout d'un coup, elle déprime, elle se renferme. Si c'est une personne qui a l'habitude de se maquiller, bon, elle ne fait plus sa tête, elle ne se maquille plus, tu ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Déjà là, commence à te poser des questions. Parce que ça commence toujours par le psychologique. Parce que l'agresseur, la violence conjugale, c'est deux personnes. L'agressé et l'agresseur va toujours aller psychologiquement en premier. Parce qu'il doit briser là. Si toi, tu es forte ici, il doit te briser là avant de te briser ailleurs. Et là, ta façon d'agir, s'il n'aime pas ton ami, il va te dire, oh, moi, je ne veux pas que cette fille-là vienne à la maison. Peut-être tu allais tout le temps chez ton ami, mais je ne veux plus que tu viennes à la maison. Mais pourquoi? Ça ne fonctionne pas. Il faut voir les incohérences aussi. Il faut être alerte.
C'est comme ça que je dirais. Être alerte. Ouais. Bonne chose, les amis, soyez alertes. Oui. Et une personne qui vit de la violence conjugale, qu'on est conscient que cette personne-là vit de la violence conjugale, comment qu'on peut aider cette personne-là? Quel soutien que tu peux apporter à cette personne-là si elle n'est pas encore prête à prendre la décision de quitter son agresseur? Je réagis comme ça parce que moi-même, j'étais là-dedans. Hein. Mes amis ont beau me parler, Kenya, ce gars-là, ceci n'est pas bon pour toi. Tout autant que la personne qui est victime ne prend pas la décision d'elle-même, ça va être dur, honnêtement. Elle a beau aller dans ses shelters, elle peut retourner avec son gars. Mais vraiment, la seule chose que je dirais par rapport à ta question, c'est la victime doit prendre conscience de la situation. Le déni, on élimine ça. Elle doit prendre conscience de la situation. Il faut qu'elle accepte l'aide aussi. C'est pas juste tu lui proposes, tu peux lui proposer 10 000 plans si tu veux, mais si elle n'accepte pas, elle va pas bouger, elle va rester là. Et je sais qu'il m'aime. Parce que c'était ça pour moi. Je sais qu'il m'aime, il va changer. C'était ça. Mais tout autant que la décision ne vient pas d'elle-même, ça va être dur. Mais étant qu'amie, étant proche de la personne, je te dirais la seule chose que cette personne peut faire, c'est d'être présente. Parce que la journée qu'elle va vouloir partir de la relation, elle aura besoin d'appui. Yes. Ouais. C'est vraiment bien de savoir ça. Parce que pour de vrai, il y a des amis qui se sentent tellement, qui veulent tellement te sortir de ta situation que des fois, elles sont un peu invasives. Mais c'est contre leur gré parce qu'elles sont comme, tu dois sortir de là, je dois te sortir de là. Mais l'agressée n'est pas encore prête, la victime, excusez, la victime n'est pas encore prête à recevoir cette aide-là. Fait que ça vient vraiment, mettre du poids sur ce que tu viens de dire. Puis je réalise de plus en plus que c'est tellement plus gros qu'on peut penser parce que des fois, les gens, c'est comme, ben voyons, pourquoi elle part pas, tu sais? C'est simple, tu sais, il y a tellement beaucoup d'aide pour cette personne-là, mais tu viens d'expliquer des réalités qu'on ne fait pas nécessairement face puis qu'on ne sait pas nécessairement. Donc, merci d'avoir pris le courage d'en parler, justement. Puis, ma dernière question pour toi, quel message que tu as à faire passer à une femme qui traverse cette situation présentement et qui a perdu toute estime d'elle-même, qui se dit, écoute, je ne travaille pas en ce moment, je dépends de cette personne-là financièrement, je vois comme il y a vraiment pas de façon pour moi de sortir de là. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne? Bon, si la personne ne veut pas partir, parce que, on va dire, au niveau financier, on est au Québec. C'est bourré de ressources. Bourré de ressources. Écrivez-moi, je vais vous donner le plan de match. Wow! Elle est prête, j'aime ça. Parce que beaucoup de personnes ignorent qu'il y a plus que qu'est-ce qu'on pense. Il n'y a pas que l'aide sociale. Il n'y a pas que ça. Il y a des maisons, comme j'ai dit tantôt, la maison d'Alouz, là, il y a des appartements de deuxième étape. Moi, je n'ai pas été là. Mais je veux dire, ils ont des appartements deuxième étape, c'est-à-dire tu payes 25%, comme un HLM. Mais c'est des condos, là. Wow. Il y a plein de choses. Fait que ça, je te dis, un témoignage amène à ce que la personne... C'est comme je te donne les réponses à l'examen, là. Tu ne peux pas couler. Ouais. C'est vraiment ça. Ça, c'est au niveau financier. Au niveau social, il faut que la personne, elle se décide par elle-même. Puis, si elle a personne autour d'elle, quand elle décide de quitter, c'est là que ça devient dur. Mais même si c'est une personne, il suffit d'avoir une personne que tu sais que tu peux compter sur elle, puis ça va bien aller. Mais avant tout, Dieu. Amen. Dieu. En parlant de ton Dieu, comment que tu as réussi à toujours parler de Dieu? Parce qu'il y a des situations que tu vis, on va se dire, en tant qu'humain, Seigneur, pourquoi tu permets que je vis cette situation-là? Un. Deux, pourquoi tu m'as laissé avec cet homme? Comme, pourquoi mes enfants doivent vivre cette situation-là aussi? Est-ce que tu en as voulu à Dieu? Est-ce que tu en as voulu à l'Église, la religion? Est-ce que tu voulais plus rien savoir aller à l'Église? Donc, comment que ça a été ta démarche pour retourner tranquillement dans la foi? J'ai perdu la foi. Wow. J'ai été en colère contre Dieu. Pourquoi je dois vivre tout ça? Pourquoi moi? Je suis toujours là pour les autres. Pourquoi moi? Mais aujourd'hui, tu sais, je me dis,
merci, je les ai vécues, ces choses-là. Parce qu'au fur et à mesure que le temps avançait, OK, avant, c'était pourquoi moi? Pourquoi moi avec une colère? Là, je dis, mais pourquoi pas moi? Parce que ça aurait pu être une autre personne, puis cette personne-là se suicide. Elle n'aurait jamais pu témoigner, elle n'aurait jamais pu trouver de l'aide, elle serait suicidée. Mais là, moi, je suis là. Fait que ça montre à quel point que Dieu est grand, tu vois. Je suis là pour en parler, avec un sourire, tu vois, malgré tout ça. Donc, avais-tu déjà pensé au suicide? Oui. Wow. Oui. Oui. J'ai pensé à la mort parce que je me suis dit, bon, c'est la seule chose qui va pouvoir... C'est comme ça qu'il va pouvoir me laisser en paix. Ouais. Mais l'Église, j'avais fait vraiment un gros pas en arrière. Parce que j'ai pas connu beaucoup d'églises. Je suis rentrée ici en 98, on a été à une église, on a changé. C'est pas moi qui voulais changer, je comprenais rien de toute façon. Après ça, on a été à l'église du père de mes garçons, où est-ce que son père est pasteur. C'est la deuxième église que j'ai connue, puis c'est celle que j'ai connue tout court jusqu'à l'adolescence. Wow. Et avec comment que les choses se passaient, je me disais, mon Dieu, tu prêches l'amour, le partage, le pardon, et tu donnes des coups de pique. Ah, donc lui aussi, il prêchait? Oh, la famille. Parce que quand je te dis que la DPJ est rentrée, ils ont voulu m'enlever les enfants. À un moment donné, c'est les grands-parents. C'est chez les grands-parents que les enfants s'en allaient. Wow. Et les grands-parents étaient au courant de la situation? Ils étaient au courant. Est-ce que tu as Ça, c'était un autre tabou. C'était un autre tabou. À un moment donné, j'ai appelé son père. J'ai dit, écoute, je veux bien l'aider, mais je ne peux pas l'aider tout seul. Donc, quand tu vois le parent nie le problème de son enfant, ça aide pas. Quand, je sais pas comment dire ça en français, quand le parent est trop sitirèse, surprotège l'enfant, ça aide pas non plus. Donc oui, j'avais fait un recul par rapport à l'Église. Je croyais même plus à Dieu. Dieu. Ça n'existe pas, Dieu. Pourquoi Dieu, s'il existerait, pourquoi je vivrais tout ça? Et là, j'ai retenté d'aller à l'église quand l'église que je marchais. Et là, quand je vois que le pasteur, lui, veut me remettre avec le gars, moi, j'essaie de m'enfuir, toi, tu veux me remettre avec mon agresseur. Je dis, ben non. Je dis, tu sais quoi, laisse faire. Pendant longtemps, je suis restée reculée jusqu'à la COVID. Moi-même, je me suis reculée de la société. J'ai pris la décision d'aller travailler à Rouyn-Noranda. Pendant la COVID, d'être seule. Puis c'était la première fois que je me retrouvais seule face à moi-même. J'avais le temps de réfléchir. Donc, j'ai commencé à écouter les lives, les lives parce qu'on était en COVID, donc c'était sur Internet et tout. Et le premier dimanche de janvier 2019, on n'était pas encore en COVID, hein? Mais j'avais rêvé qu'il y a quelqu'un qui est venu me parler qui m'a dit, tu dois prendre ta place. Je lui ai dit, non. Il a dit, prends ta place. J'ai dit non. À la fin, j'ai dit, OK, c'est beau. Dans le rêve, oui. Wow. J'ai dit, OK, c'est beau. Là, je me suis mis à genoux. Et là, bon, sans penser que fin 2019, début 2020, c'est là que l'aventure allait vraiment recommencer avec Dieu. Je veux dire, ma relation allait recommencer avec Dieu comme ça, jusqu'à ce que je me fasse baptiser le 7 novembre 21. Wow. Donc, c'est comme ça que j'ai reconnecté avec lui. Puis jusqu'à présent, je ne regrette pas mon choix. Ouf, tout un témoignage. Merci beaucoup, Kenya. Merci vraiment, merci de ta vulnérabilité, de ta transparence. Et j'espère vraiment que ça va aller toucher des âmes, des cœurs. Et, guys, c'est le moment de le partager le plus que possible. De like, share, comment. Ça va vraiment aider la vidéo à aller chercher plus de personnes. Mon but, c'est d'aller chercher toute la francophonie. Donc, si vous pouvez le partager à quelqu'un de proche, envoyer, ça va faire du bien et on va avoir un changement. Espérons-le. Vraiment, j'espère que, tu sais, tous les agresseurs parce qu'à la fin de la journée, ils ont besoin d'aide aussi. Donc, ils ont l'aide qu'ils ont besoin, puis que le vide qui est à l'intérieur d'eux soit comblé. Merci encore. Merci. Et je souhaite que du bien pour soi, que vraiment, ça soit une période de guérison, une saison que tu reçois toute la guérison que tu as besoin mentalement, spirituellement, physiquement, et que tu sois la meilleure mère pour tes enfants, et que tes enfants soient bénis aussi, que tes enfants puissent avoir une guérison parfaite aussi de tout ce qu'ils ont vu et qu'ils soient des hommes à marier. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se revoit pour le prochain épisode. Passez une excellente journée.